Bonjour à tous, vous avez choisi de regarder la télé publique régionale, soyez-en chaudement remerciés. Depuis la rentrée de septembre, la voix est libre et très politique en raison des élections régionales du mois de décembre. Aujourd'hui, on va faire une petite entorse au règlement, encore que notre invité, la politique, il connaît très bien, il lui prête sa voix plus que jamais libre, elle aussi. Il l'incarne même dans ses chroniques matinales sur RTL et dans ses spectacles. Laurent Gérard, bonjour à vous. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je voudrais aussi remercier mon compère, mon pote, Paul Satis, qui a joué les entremetteurs. C'est vrai. Alors Laurent Gérard dans La Voix est libre, mais pourquoi donc, diront certains? D'abord parce que on en avait très envie, ça je vous le dis tout de suite. Et puis pour ceux qui ne le sauraient pas, et je les excuse bien volontiers, je vais dire et redire que vous êtes né et vous avez en partie grandi dans la Bresse, à Mézéria, à l'est de Bourg-en-Bresse, 2000 habitants, commune qui possède, il faut le dire, le label Village Fleuri. Laurent Gérard est né il y a 48 ans. J'ai listé, vous allez le voir sur l'écran, vos différentes professions, talents, cordes, expériences. Humoriste, comédien, scénariste, écrivain. Et puis j'ai rajouté gastronome, on va dire au sens épicurien du terme. Quand on est bressan, visiblement, on ne se refait pas. Évidemment. Et j'ai vu vos spécialités, sauce de salade, soupe, vos olives, poulet. Vous savez, mon copain Marc Vera m'a dit on n'enseigne jamais dans les écoles de culinaire la sauce de salade. Mon arrière-grand-mère faisait une sauce de salade incroyable. Ma grand-mère faisait une sauce de salade incroyable. Mon père fait une sauce de salade. Et bon, j'essaye d'être à la hauteur. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. Ah oui, c'est un autre de vos talents. On en a eu un aperçu assez succulent lors de la cérémonie d'ouverture du Festival Lumière. C'était lundi soir à la Halle Tony Garnier. Ce qui est formidable avec le Festival Lumière, c'est que chaque année, on a l'impression qu'il est différent. Et c'est vrai que c'est la 7e année, comme les 7 samouraïs, comme les 7 mercenaires, ce qui est formidable d'ailleurs. Donc, le cinéma, mon cinéma, est mort, celui de Lino, celui de Jean Gabin, le vieux, qu'on retrouvera sur les écrans. Alors, nous déclarons, c'est-à-dire moi, Lumière 2015, ouvert. Dans l'ordre, vous les avez sans doute reconnus, Bertrand Tavernier et Alain Delon. L'imitation, ça c'était pour compléter le tableau de vos professions, mais aujourd'hui c'est bien l'original qui est avec nous. Et c'est une facette moins connue de votre vie, Laurent Gérard, dont nous allons parler maintenant, à raison de la sortie chez Flammarion de ce livre. Ce livre qui s'appelle « Cette année, les pommes sont rouges ». Et si vous regardez bien, il y a 2 noms sur la couverture, Laurent Gérard et Georges Gérard. C'était qui, Georges Gérard? C'était mon grand-père. Voilà, c'est celui qui m'a donné, d'une part, l'envie de faire ce métier, parce que c'est le premier qui m'a fait monter sur scène. Il était président de la fanfare, mais surtout, le livre parle de 4-5 années de notre histoire. Eux ont été un petit peu les pierres de l'édifice de la résistance. Il a été fait prisonnier. Il a été dans un stalag en Allemagne. Il s'est évadé. Donc c'était un héros. Et puis c'est aussi une leçon de vie, une leçon de joie, je crois, dans cette période qui est assez troublée et trouble et sombre. On peut s'en sortir aussi quand on a un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. On va raconter quand même la genèse en fait de ce livre. Ce sont des carnets rédigés par votre grand-père en 72-73 qui sont quasiment devenus ces manuscrits des objets, je dirais pas de culte, mais d'une certaine... Non, mais qui se partageaient, vous l'expliquez dans votre famille, on les lisait les uns les autres. Oui, mais vous savez, moi j'ai la chance maintenant d'avoir un tant soit peu de notoriété, ce qui fait que je peux l'éditer. Mais quand j'ai commencé les dédicaces, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, la phrase qui est revenue souvent, c'est tu as de la chance. Tu as de la chance d'avoir un document écrit de cette période. Et puis je me suis rendu compte en le lisant et en le relisant, parce qu'on relit beaucoup, nous n'avons pas changé une phrase, nous n'avons pas changé, si ce n'est apporté quelques éléments. Mais de son style assez léger, assez
désinvolte, on va dire. C'est une fierté pour la famille, évidemment, mais c'est une fierté de savoir que quelqu'un a pu vivre ces moments-là. Moi, quand on m'en a parlé, évidemment, au début, je me suis dit ah oui, mais on va penser que ça a été romancé. Non, rien n'a été changé. Ce qui est important, c'est le carnet, c'est-à-dire ce que j'ai vu moi quand j'étais petit. Quand il l'écrivait. Parce que vous dites, vous vous souvenez parfaitement bien quand il écrivait la table, la cheminée. La cheminée, le buffet derrière, on rangeait le carnet. Et puis surtout, ce témoignage qui est unique. C'est-à-dire c'est un témoignage sur une période où on... comment vous dire ? Moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui... je ne l'ai pas connu longtemps, puisqu'il est mort en 77. Moi, je suis né en 67. Mais qui m'a transmis ça, et qui m'a transmis les valeurs surtout. Je pense dans une période où on est un petit peu dans le doute, etc., il y a une... Enfin, je sais pas, il y a une vraie note d'espoir, il y a quelque chose de très, très, finalement joyeux dans une période trouble. On parlait du style, je vais juste me permettre de faire une lecture. Page allez-y. 33. Quel honneur. Dans la nuit, ça se gâte. Le canon tonne plus fort et plus près, c'est normal, c'est la guerre. Au petit matin, ça s'aggrave, il pilonne les postes avancés. De plus en plus, nous voyons passer des troufions qui se replient. Notre commandant est hors de lui. Nous avons une ligne de défense, nous allons la tenir. Et aussi sec, il se met au milieu de la place du village. Le mousqueton menaçant, on ne passe pas et arrête cette honteuse retraite. Nous la comprenons, nous, les jeunes de la 39. Il y a un style assez étonnant. Parce qu'effectivement, il est résolument moderne. Phrases courtes parfois, très incisives, des descriptions. On rajoute des dialogues. On est dedans, en fait. Il écrivait beaucoup, il lisait beaucoup, pardon. Donc quand il l'a écrit, je pense qu'il l'a écrit d'une traite, ce qui est assez étonnant. Avec un style qui est... il racontait beaucoup l'histoire. Il racontait son histoire. Il racontait l'histoire de l'évasion. Il racontait aussi la débâcle de 40. Il avait 21 ans. Vous vous rendez compte, on se dit, mais comment réagirait-nous par rapport à cette période ? Moi, ce qui me fascine surtout, c'est qu'il a le sens de la solidarité, il a le sens de l'amitié. Parce qu'à un moment donné, ils ont la possibilité de partir, de s'évader avant qu'ils soient emmenés en Allemagne. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'un soldat de la guerre de 14 lui dit, voilà, vous avez été... s'il y a une guerre, il faut toujours dire qu'on est agriculteur parce qu'on aura toujours à bouffer. Après, il apprend le morse parce qu'il ne sera pas... Alors, ça, c'est notamment l'opérateur radio ER17, la fameuse machine ER17, qui était soi-disant moderne, mais les Allemands avaient... Elle est là. Vache, elle est là. Ah, ça, c'est incroyable. Mais les Allemands avaient quelque chose de plus perfectionné. Performant. Ils allaient très vite. Ils allaient très vite. Il le dit d'ailleurs. Et... finalement, on s'aperçoit que ceux qui s'en sont sortis sont ceux qui sont débrouillards. Quand ils se sont évadés, ils étaient 6. 2 se sont fait reprendre, mais finalement, ils connaissaient la nature. Les hasards de la vie et les chances de la vie font... C'est ce qui vous a transmis. Oui, c'est ce qui m'a transmis. Et puis, il y a aussi une espèce de... Je le redis, la désinvolture, l'insouciance, vous dites. L'insouciance est dans la gravité des faits de l'histoire, quoi. Par exemple, ici, voilà... Ce sont les 4 qui se sont évadés, 2 se sont fait repris. Le boucher des Charentes, celui qui a la cravate qui est derrière là, lui a été quand même missionné par De Gaulle pour aller libérer Jean Moulin. Il a dit mais c'est trop dangereux, c'est pas possible. Il l'appelle boucher des Charentes parce qu'il dégommait les Allemands. Allez, un petit passage. On est en pleine débâcle. Je vois un grand Sénégalais venir s'asseoir auprès de moi. Il n'a pas le sourire légendaire des hommes de sa race. J'essaie de le réconforter en lui parlant petit nègre. Alors, t'es réplé ? Dans un français impeccable. Il me répond, bien sûr, je fais comme toi. Il a fait des études dans une école supérieure à Paris, à la ligne. C'est bien la drôle de guerre. Oui, mais c'est la drôle de guerre. D'ailleurs, on disait à la guerre comme à la guerre. Je l'ai relu plusieurs fois. Parce que je me suis dit, mais comment va être perçu ce texte, qui est un témoignage, au milieu de plein de témoignages qui ont déjà été... édités, qui ont déjà été racontés. Il y a une tradition orale dans la mémoire, dans la transmission, dans le passage. On est un peu des passeurs. Lui, il l'a écrit en 73. Ça veut dire que la guerre était déjà passée. J'en ai parlé à mon père qui m'a dit « Mais
il m'en parlait pas beaucoup. En revanche, il avait besoin, je pense, lui, de façon peut-être pas si légère, de faire passer quelque chose. Et c'est ce qui m'a touché. Je pense que c'est le livre le plus important parce que moi, je fais de la gaudriale, vous savez. En revanche, ce carnet était là. Il a été toujours dans la famille, très présent, comme vous l'avez dit. J'ai voulu l'éditer. J'en ai parlé à mon prof d'histoire, parce qu'on en parlait à son prof d'histoire au début. Et puis après, on se dit, mais comment ça va être perçu? Et finalement, je me disais, le nombre de lettres, le nombre de témoignages qui ont été perdus de cette période. On parle de la guerre de 14, puisqu'on célébrait évidemment la guerre de 14-18. Le centenaire l'année dernière, oui. Et c'est important qu'il y ait des documentaires, c'est important qu'il y ait des choses comme ça. Si je vous donne un chiffre, 4860. Numéro de matricule de votre grand-père. Oui. Numéro de matricule de 900, imaginez-vous, 912 jours de captivité. Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est les circonstances de cette évasion. Alors là, c'est John Sturges ou c'est Billy Wilder, Stalag 17, la grande évasion. Enfin, c'est incroyable. Le poil, le tunnel, la photo de l'enfant qu'on salue à chaque fois parce qu'on va sans doute le revoir, les vêtements civils, les réseaux de résistance, le retour en France. Tout y est. Et il y a autre chose qui m'a frappé, c'est l'évidence de l'évasion. Ah, mais c'est-à-dire qu'à un moment, c'est décidé, ça y est. Il y a une phrase qui est incroyable, c'est on a rêvé de notre évasion, il fallait la coucher, quoi. C'est une phrase qui est à peu près similaire. C'est-à-dire que c'est obsessionnel. J'imagine qu'au bout d'un moment, ils en ont marre. Même s'ils sont bien, parce que il faut savoir qu'ils étaient bien accueillis dans ces fermes. La preuve en est, c'est la lettre à la fin du livre, avec cette femme allemande qui dit, ben voilà, maintenant ça a changé. Les seuls qu'elle connaît, c'est les prisonniers qui étaient les prisonniers français qui étaient dans les stalags. Et elle demande, ben voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus ils ont été faits prisonniers par les Américains. Et c'était pas mal. Mais ils avaient envie de s'évader. Et on se dit, ben oui, de toute façon, au bout d'un moment, on avait marre. Alors, dans votre postface, parce qu'on va prendre un peu de temps pour parler de la résistance dans un instant, de la résistance de mon Aquila. Dans ce que vous écrivez après, vous parlez effectivement de l'importance qu'a eu votre grand-père, et vous avez employé un mot tout à l'heure, un mot héros. Le mot, c'est un héros. Je sens que chez vous, il y a cet attachement à la figure du héros. Oui, même dans vos goûts de cinéma, par exemple. Vous aimez un cinéma dans lequel le héros, notamment le héros français, a une certaine importance. Je pense à Jean-Paul Belmondo, un certain nombre de films. Bien sûr. Voilà. Non, et puis surtout, je pense la République, le respect des lois, et puis je pense... On en manque des héros. Le dénominateur commun, c'est la liberté. Je pense que c'est un esprit libre. Mon grand-père était un esprit libre. Et puis, il n'a pas eu d'animosité. C'est pas manichéen. Le livre n'est pas manichéen. Il dit pas, bon, le seul Allemand qui se fait tuer, c'est parce que... Je sais pas si vous... Mais bien sûr, vous avez vu... il récupère le fusil, il veut le casser. Quand les Allemands arrêtaient les Français, ils cassaient la crosse. Il y avait une balle dedans, donc le premier Allemand qui tue, c'est l'Allemand qui casse la crosse. On s'aperçoit qu'il y a une espèce c'est désabusé, quoi. Il y a quelque chose de surréaliste, parce que on est embringué dans ça. Il faut savoir que la communication n'était pas la même non plus. Hein. On ne communiquait pas de la même façon. Eux, ils communiquaient par morse, mais ils ne savaient pas ce qui se passait. Quand on vote les pleins pouvoirs à Pétain, la France est quand même... ils sont contents, quoi. Donc, et après, il y a De Gaulle à Londres, il se passe des choses. D'ailleurs, il en parle de façon assez légère aussi, parce qu'il dit quand il parle d'Hitler, il dit le petit caporal. Ouais, le petit caporal. Et le grand Charles, avec ses Françaises français. Donc voilà, c'est ce qu'ils avaient, eux, qui était un résumé de ce qu'était l'histoire de l'époque. Alors pour faire cette émission, j'ai lu évidemment beaucoup de choses sur vous, j'ai pris contact avec des personnes qui vous connaissent, enfin surtout avec une en particulier. Il est picard, il habite à Lille, il travaille régulièrement à Paris, et il vous envoie un dessin spécialement pour La Voix est libre. Je vous le laisse découvrir, le voilà ce dessin. Donc on vous voit ici au Festival des Lumières, sur l'écran est inscrit « Mon grand-père, ce héros ». Voilà, ce dessinateur, je vous donne, il s'appelle Alexandre Hébert, et donc je l'ai contacté il y a 2 jours, il m'a envoyé ce dessin. Oh, c'est gentil. Voilà, il est dessinateur de presse, il travaille notamment aussi chez nos confrères de Paris Première. D'ailleurs, on avait fait sur ce plateau à l'époque
juste C'était au après. début du mois de janvier, effectivement. Absolument, Suite et, à la tuerie de et- Charlie Hebdo. Et j'y tenais parce que, voilà, là aussi, il y a un devoir de mémoire. Et l'histoire recommence. Vous savez, il y a quelque chose d'important dans la liberté d'expression. Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque le rôle et l'importance des maquis de lin pendant la Seconde Guerre mondiale. La Voix est libre invitée. Je lui demande de venir nous rejoindre, Madame Florence Saint-Cyr-Gherardi. Florence Saint-Cyr-Gherardi dirige le musée de la Résistance, la déportation de Nantua depuis 2001. Bonjour Madame, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. L'Ain, territoire stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, l'Ain est vraiment un territoire stratégique puisqu'on est proche de Lyon, on est proche de la frontière genevoise et surtout le territoire de l'Ain va avoir tous les éléments, on va dire tous les ingrédients qui vont être favorables à l'éclosion d'un futur maquis. Puisque vous avez une géographie de moyenne montagne, qu'il s'agisse de la montagne du Bugey. Et à l'ouest, vous avez une zone relativement plate, qu'il s'agisse des collines de Bresse ou bien des zones marécageuses de la Dombe, qui vont être favorables justement au parachutage. Et l'Ain va même jouer le rôle de base logistique pour la plupart des parachutages en Rhône-Alpes. Et puisqu'on parle de parachutage, je vais expliquer quand même le titre. Cette année, les pommes sont rouges. En fait, c'était le message de Londres qui est adressé au bataillon dans lequel travaille votre grand-père, au groupe dans lequel travaille votre grand-père. C'est grand-père. les sanglots des violons voilà, c'est le message du département. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les Alliés vont s'intéresser très tôt finalement à ce maquis. Alors, ils vont très tôt s'intéresser au département de l'Ain. Donc, il y a une première mission interalliée qui vient en septembre 1943, inspecter les premiers camps du maquis, et qui vont produire d'ailleurs, lors de cette mission, des images qui ont été montées en documentaire de propagande plus tard, dans un documentaire qui s'appelle « Ceux du maquis ». Donc, il va y avoir des images filmées à la fois dans les maquis de l'Ain, mais aussi dans les maquis de Haute-Savoie. Il va y avoir un rapport tout à fait élogieux d'ailleurs sur les maquis de l'Ain, si bien qu'un agent anglais, Richard Heslop, va venir s'installer aux côtés de Roman Petit, très peu de temps après. Roman Petit, grande figure de la résistance, évidemment. Ça va être un atout très important puisque ça va permettre des parachutages nombreux en armes pour ces maquis. D'ailleurs, je pense que dans un documentaire, je pense que c'est le même que vous évoquez, on dit les Allemands ont les camps de la mort, nous avons les camps de la liberté. Et il y a un document que j'ai vu récemment sur les maquis de l'Ain, où on les voit dans les bois. Effectivement, il y avait la Haute-Savoie. Ça doit être ceux du maquis, où on les voit en fait construire notamment des baraquements, s'entraîner, remonter, démonter leurs armes. Donc il y a eu énormément de roches tournées. On voit aussi les camps sur le plateau de Rotor. Oui, on voit des étrangers au maquis aussi sur ces images. Et donc ce documentaire va être monté en document de propagande pour dire il faut continuer à aider le maquis. Mais le colonel Heslop a été vraiment... ça a été un peu un exemple, les maquis de l'Ain. C'est-à-dire qu'il y avait 6 ou 8 000 résistants. Enfin, je crois que c'était... Autour de 7 000 en juin 1944. Voilà, c'est ça. Donc, ça, mon grand-père est un petit peu dans ce truc-là. Mais vous avez vu, même aussi, il aime pas... À mon avis, il n'aime pas les exécutions. Il n'aime pas... J'en parlerai après. Il est, si vous voulez, parce qu'il y a une photo dans le livre, on le voit jouer au rugby. On l'a du reste, cette photo, effectivement. Il joue au rugby, au stade Verchères devant les Allemands, alors qu'il était dans la résistance et qu'il courait très vite. À mon avis, ça a dû l'aider aussi. Mais c'est vrai que les maquis de l'Ain, moi j'ai toujours eu le livre du colonel Roman Petit ou Jean Jacot, les vagabonds de l'honneur. Ça, donc... Et c'est vrai qu'il y a eu une vraie tradition. Il y a eu le Vercors, c'était terrible. C'était terrible, l'histoire du Vercors, la résistance dans le Vercors. Mais l'Ain a été vraiment une plaque tournante pour ça. Vous précédez une de mes questions. J'allais vous montrer une image, mais je la montre dans un instant. Comment se fait-il, Madame Saint-Cyr-Gherardi, que finalement l'histoire est d'une certaine manière un peu délaissée, voire maltraitée de maquis de l'Ain par rapport au Glières ou au Vercors ? Je pense qu'il n'y a peut-être pas eu le même portage tout simplement de la mémoire par les acteurs après-guerre. Pour autant, il y a eu les mêmes initiatives que dans d'autres départements dans le Vercors. Le monument de Cerdon, donc, qui est le monument à la mémoire des maquis de l'Ain, l'initiative est prise immédiatement après-guerre comme d'autres. Il y a une association très active qui existe encore qui s'appelle l'Association des anciens des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, qui existe encore
aujourd'hui. Par contre, il y a eu peut-être production de moins de littérature que dans d'autres départements. Effectivement, il y a le livre du colonel Roman Petit immédiatement après-guerre, Les Obstinés, le livre de Jean Jacot, mais il n'y a pas un collectif comme on peut trouver par exemple, notamment pour les Glières ou les rescapés des Glières. Dès septembre 1944, se fondent en association et il y aura un écrit de première main d'ailleurs. d'ailleurs. Ils s'en sont mieux sortis peut-être aussi parce que le Vercors ça a été tellement terrible, ça a été. Je ne suis pas sûre qu'ils s'en soient mieux sortis, mais en tout cas, ils ont su médiatiser le maquis peut-être mieux que dans On l'un. rappelle quand même, il y a eu 3 grandes contre-offensives, contre-attaques allemandes, février, avril, juillet 1944, Tout à fait. qui ont été terribles. C'est un des rares départements du reste en zone libre, peut-être même le seul, où les Allemands sont revenus 3 fois en nombre pour remettre de l'ordre. Et d'ailleurs, il y a eu une opération qui a précédé les Glières, puisque la première opération, c'est février 1944, qui va concerner le plateau d'Hauteville et le Val-Romay. Ensuite, donc, avril 1944, le Haut-Bugey et le Jura. Et puis une dernière en juillet 1944 qui a concerné tous les massifs. Et effectivement, le département de l'Ain est le seul en zone sud à avoir subi 3 contre-attaques allemandes. Alors, il y a une image que je veux absolument vous montrer. Ceux qui connaissent l'histoire de la résistance, forcément connaissent cette image-là. C'est évidemment le 11 novembre 1943. Ce jour-là, je veux dire, un coup de com' absolument incroyable. Les maquisards vont défiler à Oyonnax. Je dis que c'est un coup de com' parce que c'est aussi conçu comme ça. Il y a un opérateur qui filme, il photographie, et cette info va être diffusée par la presse clandestine, et notamment, vous me l'avez raconté cette semaine, je ne le savais pas, on va éditer en fait un faux journal de la collaboration qui s'appelle Le Faux Nouvelliste, à 25 000 exemplaires, incroyable, pour le diffuser. Et le message, j'imagine, c'est garder espoir. On est là, la résistance existe. Vous savez quoi, la question que je me pose, parce que mon grand-père en parle d'Oyonnax, il parle de la libération d'Oyonnax, mais je ne sais pas s'il a été là. Et le grand doute, et je ne sais pas qui pourra me le dire, c'est de savoir s'il était là aux héros d'hier, aux vainqueurs d'hier, aux futurs vainqueurs, c'est ça. Quand ils font. Mais il n'y avait pas beaucoup d'habitants d'Oyonnax parce qu'ils avaient peur, mais. Alors en fait. Il n'y avait pas d'habitants d'Oyonnax qui ont défilé parce que justement ils servaient. Les représailles pour les représailles. L'AS d'Oyonnax va servir de garde en fait pour cette opération. L'AS, c'est l'armée secrète. L'armée secrète, pardon. Et ce sont en fait des groupes du plateau de Rotor donc, qui vont venir défiler. Donc, mais en tête, Roman Petit. Avec en tête Roman Petit, les officiers vont revêtir leurs uniformes. Tous les maquisards qui ont défilé ont également revêtu la tenue des chantiers de jeunesse, qui avait été volée d'ailleurs en septembre 1943, pour montrer que c'était des gens disciplinés, que ce n'étaient pas des terroristes. Et cette idée du défilé, c'est une idée de Roman Petit, qui était publiciste et un communicant, on va dire, avant l'heure. Et qui a eu l'idée justement de filmer. C'est Marc Jaboulet qui va filmer donc ce défilé. L'événement va être aussi photographié, effectivement, relayé par la presse clandestine, et notamment par... Ce qui est génial. Voilà, vous voyez donc Roman Petit, cette image. Il y a 2 images que je vais vous montrer assez rapidement. La première, grâce notamment à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, et notamment du fonds Victor Barbe. La première, filmée par un douanier. On se trouve à Collonges, donc juste à la ligne de démarcation. On est légèrement au nord de Bellegarde. Donc, et on va voir un moment un soldat allemand qui contrôle en fait. Voilà, vous le voyez, le soldat allemand qui contrôle des véhicules. Là, on est à la ligne de démarcation. Incroyable, à Bellegarde, quoi. C'est incroyable cette image. C'est la Valserine en dessous. Voilà. Et il y a une autre séquence que je voulais vous montrer. Effectivement, c'est un film, sans doute un film un peu plus de propagande, où on voit des habitants de l'Ain qui sont en train de répartir. Alors, ils font semblant, si vous regardez bien les images, ils répartissent du gravier sur une route nouvellement refaite. On va distinguer très rapidement un sidecar allemand. Et ce qui est assez étonnant, si on laisse un peu durer ce document, c'est qu'on va voir en fait les habitants qui jouent devant la caméra. Regardez, cette espèce de balai en fait. C'est absolument incroyable ces images. Il y a quelque chose que je voulais aborder avec vous. Je remets mes lunettes parce que je dois lire. C'est effectivement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est les exécutions. Je vais vous lire un passage des carnets de votre grand-père. Le lendemain, je suis de garde devant le PC. Lorsqu'on m'amène, paraît-il, un milicien, c'est la loi martiale, le tribunal est en place. Tu en es ou pas? Je ne suis pas milicien. Et la valse commence, paire de claques, coup de poing, toujours la même réponse, plus loin. D'une main sûre, le chef lui prend la tête et d'un coup sec lui fait péter le front contre le poteau. Toujours rien, je ne suis pas milicien.
Une fois, 2 fois, toujours rien. L'homme commence à devenir une loque. Il saigne du nez, son front est bleu, le calvaire n'est pas fini. On lui donne une pioche, une pelle, il creuse sa tombe. Comme je suis un peu loin, je ne sais pas s'il a avoué. De toute façon, c'est fini pour lui. Il se met debout devant sa tombe face au peloton d'exécution d'une voix sûre s'écrie « Feu !» C'est le soi-disant milicien qui dit « Feu !» Hélas, le chef de peloton est là et d'une voix retentissante, il dit « Ferme ta gueule, c'est pas toi qui commande. » Et voilà comment finit un homme. Alors déjà, je ne reviendrai pas sur le style, parce qu'il y a du style. Et ensuite, sur cette phase terrible, je dirais aussi, de l'histoire de la résistance, c'est aussi ça. Il y a aussi un passage où il dit il y en a eu tellement qui ont été enterrés justement très fort à la fin, au débeauté, on va dire comme ça. Il faudra peut-être qu'ils viennent revoir. À un moment donné, il dit ça. Je pense qu'il avait assez de recul. Je le redis, il n'y a pas un côté manichéen, c'est-à-dire il n'y a pas de bon et de mauvais. On est enrôlé dans une guerre avec des êtres humains, et je pense que le côté humain, ce qu'avait mon grand-père, il ne jugeait pas. Il avait pas à juger. Je pense que quand il y a l'exécution du type, il est vraiment loin. Mais il trouve ça, je pense, intolérable. Parce que après, et on en parlait encore récemment, parce qu'avec la sortie du livre, il y a les résistants de la dernière heure. C'est vrai. Oui. Il y en a eu beaucoup. Il y a aussi voilà, ceux qui ont été des héros, et puis ceux qui se sont cachés, et puis ceux qui ont été miliciens. Et du coup, il y a là, par exemple, dans ce récit, enfin, vous me le relisez là, mais il y a quelque chose qui me touche, c'est qu'il ne juge pas. On ne juge pas, parce que lui a vécu déjà la débâcle. Il a été enrôlé, il a été fait prisonnier, il s'est évadé, et il arrive pour voir encore des trucs comme ça. Je pense qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Au bout d'un moment, c'est insoutenable, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Après, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. Il y a eu aussi des exactions terribles. Bien Je sûr. pense notamment à Dortan. Vous avez 15 résistants qui sont pris par les Allemands et qui vont être torturés dans le parc du château. Donc... Avant de rejoindre le journal de midi, un mot sur le musée de la Résistance de Nantua. Il est fermé actuellement, il est en travaux jusqu'en 2017, mais les activités continuent. 2 mots, s'il vous plaît, Madame Sassiri-Gardi. Alors oui, effectivement, il est fermé pour des travaux de mise en accessibilité, puisque nous sommes dans un site très compliqué, qui est une ancienne prison du 19e siècle, à côté d'une abbatiale, dans une montée, donc un lieu peu accessible. Donc actuellement, nous avons déménagé toutes les collections et nous préparons donc un nouveau parcours muséographique. Donc le musée réouvrira en 2017, mais pour autant le musée continue à vivre avec des actions hors les murs, des randonnées mémoire, un circuit en car sur les thèmes de la mémoire. Et bientôt un site internet qui sera... Bientôt un site internet. Un café histoire l'année prochaine, et puis une exposition sur la propagande, puisqu'on a une très très belle collection d'affiches de propagande au musée. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence Sassiri-Gardi. Merci beaucoup. Vous savez, en fait, c'est à l'infini. Tout ce qui se passe après, même quand je fais des dédicaces, je retrouve des choses. C'est bien de parler. C'est bien qu'il y ait des documents, et c'est bien d'aller voir dans les musées, de savoir ce qui s'est passé pour entretenir tout ça, enfin, entretenir la mémoire. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Il est midi, c'est l'heure du journal télévisé présenté aujourd'hui par Julie Jacquard. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On débute ce Flash Info par le nouveau départ d'une marche contre le racisme. 30 ans après celle qui avait été surnommée la marche des beurs, une quarantaine de personnes est partie ce matin du quartier des Minguettes à Vénissieux pour rejoindre Paris le 31 octobre. L'organisateur de cet événement est un des anciens marcheurs permanents de 1983 et pour lui, peu de choses ont changé en 30 ans. Il espère que la mobilisation sera encore plus forte qu'à l'époque. D'une poignée au départ, ils étaient 100 à leur arrivée à Paris. Retour à la case prison pour le comédien Gérald Thomassin, assassin présumé d'une postière de Montréal-Lacluse dans l'Ain en 2008. Selon nos informations, il a coupé son bracelet électronique mercredi. Il avait été remis en liberté en mai dernier dans l'attente de son procès. Béatrice Tardy, Édouard Baez. Après avoir clamé son innocence dans le journal Le Progrès, l'assassin présumé de la postière de Montréal-Lacluse a craqué. Mercredi dernier, Gérald Thomassin coupe le bracelet électronique grâce auquel il était en liberté depuis le 22 mai 2015. Nous avons pu joindre par téléphone l'amie qu'il hébergeait depuis sa sortie de prison. Effondrée, elle raconte comment l'ancien acteur se défendait.
À part dire que c'est pas lui, il sait pas se défendre sur tout ça. Il sait pas comment expliquer qu'il est innocent. C'est dur, hein, mettez-vous à sa place. Donc il n'arrive pas à expliquer, il est en colère, il comprend toujours pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous disait exactement ? Qu'il en avait marre d'être comme un chien en laisse, alors qu'il avait rien fait, que c'était voilà. Et je lui disais qu'il fallait être patient. Voilà, il n'a pas été patient. Gérald Thomasin serait aujourd'hui en prison à Bordeaux. À Montréal-Lacluse, il vivait ici au rez-de-chaussée derrière ses volets fermés, juste en face de la petite poste où travaillait Catherine Burgot. Il la connaissait bien, elle lui remettait tous les mois son RSA. Il a pu aussi la croiser dans cette pharmacie où il venait acheter son Subutex, un substitut à la drogue. Le 19 décembre 2008, Catherine Burgot gît à l'arrière du bureau de poste, le corps lardé de 28 coups de couteau. Son père et son fils ne veulent plus témoigner, fatigués émotionnellement par cette affaire. Le 6 novembre prochain, la justice décidera si Gérald Thomasin sera ou non jugé en septembre prochain devant la cour d'assises de l'Ain pour le meurtre ou l'assassinat de Catherine Burgot. On passe au sport à présent avec tout d'abord du football. L'Olympique lyonnais a fait match nul hier soir à Monaco en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Une sortie ratée d'Anthony Lopez a donné l'avantage aux Monégasques à la 38e minute. Il faudra attendre la 85e minute pour voir l'OL revenir au score grâce à un but signé Raphaël. Lyon repart avec un point et reprend pour l'instant la 5e place du classement. En Ligue 2, Bourg-en-Bresse continue son excellent début de saison. Les Bressans ont battu Nîmes hier soir 4-2 grâce notamment à un doublé de Sané. Un premier but marqué à la 57e minute sur une belle passe de bas, puis un second à la 82e minute. Le promu prend donc la 4e place du classement et enfonce un peu plus la lanterne rouge Nîmes. En rugby, Oyonnax s'est incliné hier soir sur son terrain face au Racing 9-18. Les joueurs de l'USO ont buté sur la défense parisienne, tandis que le Racing a marqué 2 essais. Le premier à la 14e minute et un second à la toute fin de la partie, signé Dupichot, privant Oyonnax du point de bonus défensif. Avant de terminer ce flash, ces images de la remise du prix Lumière hier soir à Martin Scorsese. Acclamé par 3000 personnes pendant de longues minutes, le réalisateur américain des Affranchis, de Taxi Driver ou encore des Infiltrés semblait très ému. Il était récompensé pour sa carrière et son amour du cinéma. Le reportage complet ce soir dans notre édition. Tout de suite, la Voix libre continue avec Olivier Michel et son invité, l'humoriste Laurent Gérard. À ce soir, 19h. Très bel après-midi à tous. La voix est libre de Laurent Gérard. On y revient. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais qui est importante pour moi. Vous êtes très, très pudique sur votre vie privée. Vous la protégez un maximum. Et je me suis dit, mais là, vous vous exposez, Laurent Gérard. Vous exposez une partie importante de votre vie, un personnage, même votre grand-mère, des gens importants dans votre vie. Je me dis, pourquoi ? C'est la prime enfance, hein, quand même. C'est pas. Ouais, mais ça dit quelque chose quand même sur vous. Bon, ça dit que, vous savez, c'était pas quelque chose qui était prévu au départ. Après, quand je me suis penché sur les carnets, j'ai voulu raconter la suite. Comment quelqu'un qui a vécu autant de souffrance, mais de façon, je le redis assez, avec du recul, avec de l'humour. Bon, j'ai perdu ma grand-mère il y a 1 an. Ça a été terrible parce que voilà, quand on perd une partie de sa vie. Ma grand-mère n'était pas baptisée, mon père non plus, moi non plus, donc on ne croit pas en grand-chose. Et finalement, je me dis, voilà, on règle pas des problèmes avec ça. On va pas faire une psychanalyse à 2 balles. Simplement, on redécouvre des choses. J'ai travaillé avec un écrivain qui s'appelle Bruno Tessarek. J'ai écrit sur un carnet à la plume, comme mon grand-père, d'un premier jet. J'ai voulu faire ça en son honneur, le mettre en avant. Sauf qu'aux éditions, ils m'ont dit, voilà, il y a quelque chose, voilà, il vous ressemble. Il y a quelque chose, c'est pas possible, il y a l'ADN. Je dis, oui, il m'a appris ça, ça et ça. Et pourquoi on ne le raconterait pas ? Donc c'est assez atypique parce que c'est un livre en 2 parties. Il y a la partie la plus importante qui est ces carnets qui n'ont pas été modifiés, je le redis, parce que c'est primordial de le savoir. Et puis après,
ce qu'a été cet homme et comment il a pu être important. Et sur la transmission, et sur les valeurs, sur le plaisir de la vie, des belles choses. Et je crois que c'était... je me livre pas, je fais pas de déclaration. Non, mais je parle un peu de mes je peux dire modestement, j'en connais beaucoup plus sur vous, j'ai l'impression, en ayant lu ce livre. Voilà, mais c'est peut-être immodeste de ma part. Hein. Non, certaines personnes me le disent aussi, même de mon proche entourage. Ils m'ont dit, ça y est, on comprend pourquoi tu es comme ça maintenant. Mais du coup, finalement, si ça peut donner un message, on va dire pas d'espoir, mais de joie, voilà. Je crois que c'est un témoignage joyeux. Regardez, il a toujours le sourire. Il a toujours le sourire. Alors c'est la deuxième mi-temps hein, de La Voix est libre, et si j'emploie ce terme, c'est un terme sportif, c'est que je voudrais qu'on parle de ballon ovale. Votre grand-père, il jouait à l'US Bressanne. Alors visiblement, il était très doué. Très doué. Un peu dilettante quand même. Ouais, ils lui ont même cousu ses poches parce qu'il mettait les mains dans les poches, mais il courait très vite. Vous aimez le rugby ? Oui, j'aime bien. Et les valeurs que le rugby... pas les calendriers, hein, j'aime bien le... Oui, j'aime bien. mais que les valeurs aussi que le rugby a pu développer. Oui, c'est pas comme le football, quoi. Je veux dire, c'est un peu plus noble. Ce soir, c'est France-Nouvelle-Zélande. Voilà, vous y croyez ? Alors ça, je suis pas pronostiqueur. Voilà. Je vais vous montrer une image parce que j'ai trouvé en fait une image de 73 des All Blacks. Vous savez, aujourd'hui, le haka, c'est... Regardez, le haka en 73 à Cardiff. Absolument incroyable. Cardiff, bien sûr. Alors, il y a que des blancs déjà, chez les Blacks. Et puis, vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas du tout cette espèce de côté un peu événementiel, spectaculaire. Mais il faisait le truc quand même. Mais il faisait le truc, ouais. Je vais vous montrer sympa. Pour un petit peu relativiser peut-être le choc de ce soir. Non, mais il y a quelque chose de très noble dans le rugby. Et en plus, il y a une image dans le livre où mon grand-père vraiment joue devant les Allemands, alors qu'il était dans la résistance. Et je vais dédicacer prochainement le livre à Bourg-en-Bresse, et je pense qu'il y aura cette photo-là, symboliquement, au stade Verchères. Un mot sur votre boulot. Je me disais, quand je vous écoute sur RTL le matin, mais vous avez des auteurs, plusieurs ? Oui. Vous avez des espèces de conférences de rédaction où vous Oui, bien sûr. Oui. Tous les jours ? Les auteurs sont des tailleurs, vous savez. On donne voilà, il vous faut un costume avec ce qu'on leur donne. Moi aussi, j'écris, et puis... Vous réécrivez parfois aussi ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais surtout, on est on est aidé par l'actualité parce qu'ils vont plus vite que nous parfois, donc c'est difficile de suivre. Cette semaine, vous étiez à Lyon, donc vous étiez en direct chaque matin sur RTL, j'imagine par un système un peu hostile numérique, c'est ça qui vous permet. C'est pas difficile de se concentrer à ce moment-là, de trouver la bonne voie alors qu'on n'a pas finalement de public autour de soi ? On conçoit pas les choses de la même façon. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est déjà de faire ce que j'ai envie de faire. D'être sur scène depuis 25 ans, parce que je fête mes 25 ans de carrière, donc d'avoir un public, la réaction n'est pas là. Et on n'écrit pas de la même façon pour la radio que pour la télé. C'est pour ça que je ne veux pas que l'émission soit filmée. Parce que quand on fait de la radio, c'est l'imaginaire qui marche. Du coup, comment vous dire, on écrit, je le redis, on n'écrit pas de la même façon, et puis on ne conçoit pas les personnages de la même façon. Il y a des personnages qui sont très bien pour la scène, il y a des personnages qui sont très bien pour la radio, mais parfois ce ne sont pas les mêmes. Vous distinguez grossièreté et vulgarité. Oui. Bien sûr. Pas vous ? En fait, c'est vous l'invité. Moi, je peux me donner mon avis, mais je pense que ça n'intéressera personne. Mais c'est intéressant pour moi de saisir la distinction que vous faites. Oh, vous savez, la vulgarité, c'est quand on donne une tablette à un môme dans un restaurant pour qu'il nous foute la paix. Alors que, voilà, c'est ça, ce sont des émissions extrêmement vulgaires que je ne citerai pas. C'est le flot d'informations et le flot de conneries quotidiennes sur des gens qui envoient leur salade par... ça, c'est la vraie vulgarité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que quelqu'un envoie la photo de sa salade sur des réseaux dits sociaux? Ça ne m'intéresse pas. Vous savez... Je pense qu'il y a tellement de choses intéressantes dans la vie qu'on ne va pas s'attacher à la... Donc la vraie vulgarité, on ne la situe pas au même niveau. Incroyable, cette semaine, vous dites au point, je ne suis pas de mon époque. Oui, je dis incroyable parce que... Voilà pourquoi. Parce qu'on a dit parfois, Laurent Gérard, il a un côté un peu passéiste, il aime les vieux films. Oui, mais c'est intéressant. Du coup, on fait des belles rencontres et puis on peut discuter d'autres choses. Mais vous ne sentez pas de votre époque ?
Parce que vous apportez finalement un regard beaucoup plus critique sur l'époque. D'une façon technologique, non, parce que j'ai vraiment le QI d'une huître dès qu'il faut faire un truc. Mais je pense que j'ai de la mémoire et une certaine forme de culture, et une certaine forme... J'aime la littérature, j'aime les vieux films, j'aime plein de belles choses. Et du coup, je peux avoir des conversations qui sont, je pense... moi qui suis un rêveur, en tout cas, qui a des passions, avec des gens, je pense à Jean-Paul Belmondo, par exemple, pendant le Festival Lumière. Je pense à Nicolas Seydoux, avec qui on parlait des films Gaumont. Voilà, ça me fait plaisir d'être comme ça. Il y a de la nostalgie chez vous ou pas? Non, de la mélancolie, mais pas de nostalgie. La nostalgie, c'est un peu plus dramatique que la mélancolie. La mélancolie, ça reste assez... pleurer des belles choses. Et si on peut pleurer des belles choses, et je pense notamment pleurer pour un film, pleurer pour La fin du jour, qui était le film d'ouverture du Festival Lumière, partager aussi les beaux textes de la belle chanson française avec mon camarade Thierry Frémaux, faire des citer des grands textes. Voilà, ça fait plaisir. Vous savez, ce sont des plaisirs simples, mine de rien. Mais dans un flot d'informations qui fait qu'on reçoit tellement de choses sur des tablettes, sur des trucs comme ça, prendre un objet, aller au cinéma, s'émerveiller, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. Je vais vous faire écouter, je vais vous montrer deux choses. La première, s'il vous plaît, c'est un générique et vous me direz ce que ça vous rappelle. Un générique, s'il vous plaît, tout de suite. Vous en parlez dans votre ouvrage. Oui, vous en parlez. Oui. C'était des moments de partage aussi j'avais avec mon grand-père. Et vous avez ce souvenir-là de l'histoire sans parole. Ah, Histoire sans parole, c'était... mais vous savez, je peux vous dire que l'enthousiasme qu'il y a eu mercredi soir à l'auditorium Maurice Ravel à Lyon, où avec mon camarade Thierry Frémaux, nous avons co-présenté des films de la Gaumont, qui a 120 ans, donc vraiment... des films de 1906, etc. L'enthousiasme. Ils ont tout créé, ces gens-là. Et puis, c'était joyeux. Et puis, il y avait une inventivité. Il y avait un plaisir de faire rire. Et finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas inventé grand-chose. Parce que tout a été fait dans cette période-là. Et je peux aimer aussi des films muets, qui sont des films beaucoup plus exigeants, on va dire. Des films russes. Parce que... Je le disais tout à l'heure, encore pendant le festival est le fait de rencontres incroyables, que le partager le cinéma, partager la littérature, partager la musique, c'est quand même ce qui nous rassemble. Allez, là, c'est une chanson que je vais vous faire écouter et vous nous dites ce que ça va vous rappeler. Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, du bleu. Vous l'avez chantée, cette chanson? Ouais. C'est une des premières que vous avez apprises et que vous avez interprétées. C'est la première que j'ai chantée quand je suis monté. On a les mêmes cheveux maintenant, c'est drôle. Bon, c'était un peu facile de ma part. Hein. Non, voilà. Et puis finalement, cette chanson, je pense que même pour Michel Sardou, c'est celle qui a lancé sa carrière. Les balles populaires. Après, j'ai fait des balles parce que j'étais avec mon pianiste, et l'histoire se recoupe avec tout ça. Le grand-oncle était dans la Résistance, dans les maquis de lin. Et puis les balles, voilà. J'ai commencé avec des balles, j'ai commencé avec le café-théâtre, on apprend son métier. Mais c'est vrai que c'est la chanson, j'ai encore la pochette, elle était un peu abîmée parce que je l'écoutais beaucoup. Je voudrais juste avoir un mot de politique. Vous votez? Oui. Non, je dis ça, c'est important parce que vous rencontrez tous les jours, vous êtes amené à côtoyer RTL des hommes politiques. Quel regard vous portez sur la parole politique aujourd'hui? Les communicants, le storytelling, toutes ces choses. Ça alimente la glande à venin, c'est ça qui est bien. Non, mais nous, on a un regard forcément qui est un peu différent dans la mesure où on va chercher la connerie. Malheureusement, on n'a pas beaucoup à se baisser, quoi. Malheureusement, vous dites? Non, mais c'est pas... Il y a un discrédit. Je pense qu'il y a un discrédit qui est du fait aussi de, effectivement, comme vous le disiez, peut-être d'un trop-plein de communication. Mais quand je vois le documentaire sur François Hollande, avec des marquis, voilà,
on ouvre les portes des institutions et c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Et eux pensent que c'est bien. C'est ça qui est. J'aurais pu te parler de plein d'autres choses, parce que l'émission arrive à son terme, du vin, des balades en forêt, de votre sens de la nature. Je dois quand même dire que donc, le livre sort chez Flammarion, il est sorti mercredi, qu'il y a aussi un coffret intégral de 5 DVD de vos spectacles. Spectacle, le prochain, c'est Perpignan. Vous serez à Lyon, 20 et 21 novembre. Ensuite, vous serez à Bourg-en-Bresse au mois d'avril et à Saint-Étienne. Et dans 2 films, le 4 novembre, le film de Christian Carion, c'est En mai, fais ce qu'il te plaît. Et puis sur France 2, Monsieur Paul. Voilà, la voix est libre. Des belles rencontres. Oui, la voix est libre. Je vais vous donner la parole une dernière fois. La semaine prochaine, notre invité, ça sera Jean-Jacques Kéran, le président de la région Rhône-Alpes. On revient aux élections régionales. Maintenant, c'est le moment, vous savez, où je me transforme régulièrement en speaker. Alors, je vais vous demander de m'aider, si vous le voulez bien. D'abord, à 15h20 cet après-midi, je vais donner le premier, un documentaire sur les couples mixtes qui échangent leurs expériences, soyons clairs, leurs joies, leurs difficultés. Ça s'appelle Café Couple. Et à 16h20, Laurent Gérard. L'Élysée, non, c'est pas ça. Et à 16h20, Laurent Gérard. Ah, alors ça me fait plaisir, parce que vous savez que j'adore la Bretagne. Les 150 ans de la première ascension du Mont Cervin, c'était pas facile. Au menu de Chronique d'en haut, très haut, le Cervin culmine à 4470 mètres, souvent présenté comme la plus belle du monde. D'ailleurs, Toblerone, le chocolat est inspiré du Mont Cervin. Non, mais c'est vrai, vous savez pas. Voilà, la plus belle montagne du monde. Je l'ai dans mon téléphone portable. Je fais pas beaucoup de photos, mais j'ai le Cervin. D'accord. Je suis pas très. Aujourd'hui, donc, diffusion du 2e épisode de la série qui nous emmène à la suite de Zermatt avec 2 T. Oui, monsieur. Merci, monsieur Laurent Gérard. Merci infiniment Zermatt, d'avoir accepté. C'est incroyable parce que c'est une station magnifique. Merci beaucoup, Laurent Gérard, d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci à toute l'équipe. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'on est vraiment à la bourre. À la semaine prochaine et puis bonne journée à tous.